Bonjour et bienvenue dans Le Bruit de l'eau, le podcast du réseau Eurofins Hydrologie. Je m'appelle Coralie Sassola et je suis le directeur du réseau de laboratoire Eurofins Hydrologie France. Ce podcast a pour but d'aborder avec des spécialistes divers sujets d'actualité technique et scientifique sur la qualité de l'eau et de ses analyses. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Losfeld, responsable du service recherche et développement pour le réseau Eurofins Hydrologie France. Nous allons parler des perfluorés et plus particulièrement du nouvel arrêté concernant la surveillance de ces composés dans les rejets aqueux des installations classées pour l'environnement. Bonjour Guillaume. Bonjour Coralie, merci de ton invitation. Est-ce que tu peux en premier lieu nous rappeler ce que sont les perfluorés ? Alors d'abord, je vais préciser un terme qu'on entend souvent, c'est PFAS. C'est l'acronyme anglais de per ou polyfluoroalkyl substances et en français, comme tu l'as dit, on parle de composés per ou polyfluorés. Qu'est-ce que c'est que ces molécules ? Ce sont des molécules qui sont synthétiques, donc elles ont toutes été créées par les chimistes. Et leur particularité, c'est d'avoir au moins un atome de carbone de leur chaîne saturé par un atome de fluor. Le premier PFAS à avoir été découvert, vers 1938, c'est le tétrafluoroéthylène, qui lorsqu'il polymérise donne le polytétrafluoroéthylène, et ça c'est un composé qu'on connaît tous sous son nom commercial, le téflon. Et du coup, où est-ce qu'on trouve les perfluorés ? Dans quel type de produits ? Les PFAS les plus utilisés sont des tensioactifs, par exemple l'acide perfluorooctane sulfonique, ou PFOS, et l'acide perfluorooctanoïque, ou PFOA. Retiens bien leur nom Coralie, on va en reparler de ces deux-là. Ils étaient utilisés pour la fabrication du téflon. Mais par définition, la famille des PFAS est très vaste. On évoque souvent près de 5000 composés différents et les applications sont tout aussi variées. On retrouve notamment des PFAS dans des revêtements anti-adhésifs, notamment dans les poêles. Ils sont utilisés pour fabriquer des émulseurs qui, lorsque mélangés avec l'eau, produisent des mousses qu'on peut utiliser pour éteindre les incendies. On les utilise pour fabriquer des tissus techniques, par exemple pour obtenir des propriétés déperlantes de l'eau. Ils interviennent aussi dans les emballages alimentaires, la papeterie. Sans dresser de liste exhaustive de tous les usages, on peut dire que les PFAS sont partout, tout simplement. On voit qu'il y a énormément d'applications des perfluorés. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur les dangers pour la santé, pour l'environnement ? Pour remettre un peu de contexte, un des atouts des PFAS, c'est leur grande stabilité qui repose sur la liaison carbone-fluor. Et c'est précisément aussi en cela qui pose problème, et c'est la raison pour laquelle on parle de polluants éternels. Tant dans l'environnement que dans les organismes vivants, les PFAS ne se dégradent pas et au contraire, ils ont tendance à s'accumuler. Ensuite, et notamment pour les tensioactifs perfluorés, ce sont des composés très mobiles. On les retrouve dans l'ensemble des compartiments environnementaux, l'air, l'eau, le sol, les organismes vivants. Et enfin, si on parle tant des PFAS aujourd'hui, c'est qu'ils présentent des risques directs et avérés pour la santé. Le PFOA, qui est l'un des PFAS les plus connus, a des effets néfastes qui malheureusement ont été très bien documentés, notamment cancer des reins ou des testicules, affection de la thyroïde, hausse du taux de cholestérol. C'est des effets en fait qui ont été observés lors d'une large étude auprès de personnes qui ont été exposées au PFOA aux États-Unis. Et ça, c'était dans le contexte de la production industrielle du téflon. Du coup, depuis le début des années 2000, il n'y a aucun doute sur les risques sanitaires multiples associés aux PFAS. Et on soupçonne et on recherche encore à caractériser d'autres effets possibles. Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de scandales de par le monde concernant les PFAS et leurs effets sur la santé. Mais du coup, est-ce que tu peux davantage expliquer le contexte réglementaire, notamment en France ? Alors peut-être déjà au niveau international, et on verra que c'est aussi assez similaire en France, la réglementation peut sembler assez peu contraignante par rapport à l'enjeu de santé publique qui a été identifié. Et notamment, à l'heure actuelle, il y a uniquement 2 composés de la famille des PFAS qui sont totalement interdits. Le PFOA et le PFOS que nous avions évoqués, ces fameux tensioactifs très utilisés dans l'industrie. Ils sont interdits depuis 2009 et 2019 respectivement dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Leur production et leur usage sont tous les deux interdits. Dans le domaine de l'eau et en France, c'est principalement à l'initiative de directives européennes que les PFAS sont suivis et notamment dans l'environnement. Donc dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, on va aller les analyser, mais plutôt à des fins de caractérisation de l'état des milieux, plutôt que pour des enjeux de santé publique. Néanmoins, les enjeux de santé publique, ils sont clairs, on les a évoqués, et là encore, c'est l'Union européenne qui a introduit en 2020 le suivi des perfluorés dans les eaux destinées à la consommation humaine. C'est une directive qui a été transposée en droit français en 2022, et à l'heure actuelle, les PFAS font effectivement l'objet de valeurs limites de qualité dans les eaux potables, celles qu'on boit. Malheureusement, ces valeurs limites ne seront applicables qu'à partir de 2026. Pour ce qui concerne les rejets de composés perfluorés dans l'environnement, notamment en provenance des industries, pour l'instant, seuls le PFOS et le PFOA sont suivis pour certaines industries. Mais là encore, ça va évoluer très prochainement et on est justement là ensemble aujourd'hui pour en discuter.
c'est le moment de parler du nouvel arrêté. Est-ce que tu peux nous en dire plus et notamment qui est concerné exactement ? L'arrêté y répond de manière très simple. Ce sont les industries dites ICPE, soit installations classées pour la protection de l'environnement, et précisément celles soumises à autorisation, qui font l'objet des nouvelles discussions. Pourquoi ces industries sont tout simplement celles qui présentent les risques et les impacts potentiellement les plus importants. Dans l'arrêté, des activités de type spécifique sont ciblées, mais finalement ce sont toutes les ICPE soumises à autorisation qui, dès lors qu'elles traitent des PFAS, seront concernées. Et pourquoi ? Alors, l'arrêté vise à établir un premier état des lieux, une photographie de la présence des PFAS à l'échelle nationale au sein des rejets à queue des industries les plus à risque. Les campagnes d'analyse ont pour but d'identifier tous les rejets à queue qui contiendraient des PFAS et les secteurs d'activité fortement émetteurs de ces substances. À partir de quand ça doit se mettre en place ? Alors pour une majorité des ICPE, les premières actions devront être mises en place dans les 3 mois qui suivent la parution de l'arrêté, et ça nous amène donc entre juin et septembre 2023. Qu'est-ce que précisément explique cet arrêté ? Ce que demande l'arrêté, c'est dans un premier temps que les industriels soient en mesure de documenter leur usage des PFAS et donc qu'ils fournissent un listing des PFAS qui sont actuellement utilisés ou l'ont été par le passé, de manière à identifier ceux qui ont pu être rejetés. Ensuite, vient la campagne initiale d'analyse et d'identification des PFAS dans les rejets à queue et ça va s'appuyer sur des campagnes de prélèvement et puis réalisation de 2 analyses sur ces prélèvements. La première analyse, c'est une analyse dite indiciaire de type AOF pour organofluorés adsorbables, qui mesure la teneur totale en PFAS de l'échantillon. La seconde mesure, c'est une mesure ciblée sur 20 à 28 composés qui ont été choisis dans la famille des PFAS pour leurs potentiels impacts sur la santé. Donc tu as à la fois un indice et à la fois des mesures spécifiques, c'est ça en fait ? Il y a un certain nombre de composés qui sont, je dirais, suffisamment dangereux pour qu'on veuille savoir précisément cela, combien il y en a, est-ce qu'ils sont présents ou pas. Et par ailleurs, parce que la famille est super large, on parlait tout à l'heure de 5000 composés environ, il est nécessaire aussi d'avoir une technique indiciaire qui va être capable de traduire la présence de ces composés, même si on ne sait pas forcément lesquels sont présents dans l'échantillon. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Eurofins peut accompagner les industriels qui sont concernés ? Eurofins est en capacité de se positionner comme interlocuteur unique des industriels concernés par l'arrêté, en vue de la réalisation des suivis exigés sur leurs eaux de rejet. Et il y a 3 aspects à cela. Le premier aspect, c'est le prélèvement. Le réseau Eurofins Hydrologie dispose d'un maillage d'antennes de proximité qui couvre l'ensemble du territoire et à partir de ces antennes, ou via nos partenaires, nous pouvons intervenir pour la réalisation des prélèvements. Le deuxième aspect concerne les analyses et là-dessus, j'y suis particulièrement intervenu puisque nous avons mobilisé des ressources en recherche et développement afin de développer les analyses requises dans le cadre du présent arrêté, tant pour l'indice AOF que pour les analyses ciblées. Nous proposons à l'heure actuelle une solution 100% réalisée en France pour les analyses, c'est une vraie nouveauté. Et en troisième et dernier lieu, nos coordinateurs de projets clients sont là pour apporter toute leur aide et coordonner l'ensemble des étapes avec nos clients. Et puis aussi, pourront apporter une aide à la lecture des rapports qui seront proposés. D'ailleurs, je voudrais ajouter que là, on parle de l'hydrologie puisque c'est notre métier à tous les deux, mais Eurofins, évidemment, travaille aussi sur d'autres domaines d'activité et peut réaliser des analyses de PFAS sur les sols, sur l'air, sur les produits manufacturés, etc. En tout état de cause, on s'est beaucoup investi sur ces sujets et donc on est prêt à répondre à tous les besoins, que ce soit des industriels ou d'autres acteurs économiques. Écoute, merci beaucoup pour tes explications qui étaient très claires, hein, Guillaume. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de notre podcast. Pour rester au courant de notre actualité, nous vous invitons à suivre notre page LinkedIn Eurofins Environnement France.